Et si, comme dans Men in Black, votre mémoire s'effaçait? On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau, Jacques-Michel Huret, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle « J'ai oublié 30 ans de ma vie », qui est publié chez Michel Lafon et qui va bientôt ressortir en poche et qui va peut-être même être adapté au cinéma. Il y a très peu de cas comme vous, puisque je crois que vous êtes 4 à être censés dans le monde, et c'est donc une expérience hors norme, hors du commun, que vous allez nous livrer aujourd'hui. Alors, il y a 30 ans, vous vous retrouvez place de l'Opéra sans savoir qui vous êtes. C'est bien ça. C'est bien ça, il y a 30 ans, en juin 1987 exactement. Marié, 2 enfants, on venait de construire une maison, tout allait bien, j'avais un bon métier, j'étais architecte. La maison n'était pas finie, le lotissement non plus. Martine me dit, je vais coucher les enfants et rentre la voiture au garage, c'est plus prudent. Tout ça, c'est toutes des choses qu'elle m'a racontées après. Et quand elle est redescendue, elle a regardé où j'étais pas rentré, elle a été voir dehors, il n'y avait plus de voiture, il n'y avait plus rien. Elle a commencé à s'inquiéter le soir en me disant, oh, celui-là, s'il est parti encore avec des copains pour jouer aux cartes comme j'en avais l'habitude, il paraît que j'étais un très bon vivant à ce niveau-là, et je partais régulièrement pour aller jouer avec des copains ou avec des beaux-frères. Donc elle s'est dit, quand il va rentrer, il va se faire assaisonner quand même. Ah ouais. Et je ne suis pas rentré. Et je ne suis pas rentré. Une journée s'est passée, 2 journées, elle s'est inquiétée, elle a été voir la police. La police a dit, c'est pas le premier qui disparaît, hein, ma petite dame, hein, c'est bon, il a peut-être été voir ailleurs si c'était plus vert, et puis voilà, il va revenir. Hein, ou alors c'est un salaud, puis il reviendra pas, tant pis. Mais vous viendrez me voir un peu plus tard. Et donc vous, pendant ce temps-là, vous êtes sur un banc, place de l'Opéra, et justement, il y a la police qui arrive, qui vient vous voir. Oui, la police avait repéré... Et là, vous savez pas, vous savez rien. Non, la police avait repéré depuis quelques jours un inconnu qui était sur Paris, qui était arrivé dans le quartier de l'Opéra, et qui tournait en rond entre un banc, une cabine téléphonique, et il s'en éloignait pas. Ils ont dit on va le choper un jour, et un soir, effectivement, je dormais dans une cabine téléphonique, parce que pour moi, cette cabine, c'était mon refuge, j'étais persuadé que quelqu'un devait m'appeler. Parce que je m'étais déjà aperçu que je ne savais plus qui j'étais. J'ai un mauvais flip, j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne savais pas quoi. Mais je savais pertinemment que j'étais à Paris, pertinemment que c'était l'Opéra qui était devant moi, et que la cabine téléphonique allait sonner, on allait m'appeler. C'est ça qui est drôle en fait, c'est que vous n'avez pas tout oublié, vous aviez tous vos acquis, vous savez plein de choses, mais par contre vous avez perdu tout votre vécu. C'est ça, et ça on s'en aperçoit rapidement, c'est-à-dire que très vite on se dit il y a un flip qui ne va pas, et on s'aperçoit d'un truc qui est effrayant. Je ne sais plus qui je suis. Je n'ai pas d'identité, donc on fouille sur soi pour essayer d'avoir des indices. Et j'avais aucun indice sur moi. Donc flippé, fatigué, dormi. La police fait un contrôle d'identité, me réveille relativement brutalement. Contrôle d'identité, monsieur. Au lieu de me sentir rassuré, je suis parti. Ils ont couru après moi, ils m'ont rattrapé rapidement. Ils m'ont mis dans une camionnette, emmené au poste de police, interrogé toute la nuit. Ils sont aperçus quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'à chaque question, à savoir, dis-nous qui tu es, et je lui dis, la seule chose que je suis, c'est ce que j'ai dans un sac là en plastique. Oh, regarde ce que j'ai dedans. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas. Donc ils ont dit, il y a un problème. Ils ont attendu le chef qui est venu le matin, qui m'a paru beaucoup plus gentil, qui m'a offert à manger, mais qui en même temps a téléphoné au préfet pour dire, attends, ce mec là, on a regardé dans les ordinateurs, sur lui, machin, il n'y a aucune trace d'identité, ou il ne veut pas dire qui il est, on ne sait pas, il est peut-être dangereux. Peut-être pour lui, mais aussi peut-être pour les autres. Un inconnu, ça fait peur. Donc, on va le mettre en protection et direction l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, qui faisait partie de cet arrondissement. Donc, vous vous retrouvez interné. Et je me retrouve interné, la porte se ferme, je suis mis dans les mains d'infirmiers, et là, je suis un patient parmi des fous, que je considérais fous. Moi, je ne me considérais pas comme fou, je dis j'ai un problème et c'est pas là-dedans que je vais me retrouver. Laissez-moi aller à ma cabine téléphonique puisqu'on doit m'appeler. C'est dehors que je dois me retrouver, pas ici. Mais là, très rapidement, ils vous mettent une camisole chimique à l'aide de médicaments. Et premier jour, vous l'acceptez mal. Deuxième jour, encore moins bien. Et le troisième jour, tu dis, putain, quand est-ce que j'ai mes médicaments ? S'il te plaît, parce qu'on se sent beaucoup mieux. Mais malgré tout, pendant ce temps-là, ils essaient quand même ils mènent leur petite enquête, ils essaient de comprendre qui vous êtes. Je crois qu'on vous fait des séances d'hypnose, hein, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me sentais totalement isolé. Et au cours de vos séances d'hypnose, alors c'est un peu comme une enquête policière, ils essaient de trouver des indices. Et là, au cours de vos séances d'hypnose, vous dites, à un moment, vous parlez de Charles Elie. C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas un prénom commun, ça. Oui, c'est sûr. Ouais. J'aurais dit Jean-Claude, je serais peut-être encore, hein, parce Bah qu'il y en oui, a voilà, quand même beaucoup, quoi. Écoute-moi, j'étais pas votre copain. Voilà. Hein. C'est votre copain avec un nom atypique, ça. Voilà, qui était Charles Couture. Voilà. Donc ils avaient fait déjà le rapprochement, comme quoi j'avais un accent plus lorrain que breton. En art-thérapie, ils étaient aperçus que je dessinais bien. Donc peut-être des écoles d'art, ma façon d'aborder les choses et de discuter, peut-être des écoles, des études supérieures, tout ça, il l'avait déjà marqué quelque part. Mais moi, je me sentais totalement abandonné. Et quand un professeur est venu me voir en lui disant « Heureusement que tu viens me voir, c'est bon, ça fait 3 jours que j'attends. » Et il m'a dit « Non, ça fait pas 3 jours, ça fait 3 semaines. » Ah oui. Ah oui, quand même. Donc j'avais même plus la notion du temps. Et il m'a proposé, il me dit « J'ai remarqué beaucoup de choses, c'était un problème de fond, et à mon avis, c'est une amnésie identitaire. » Et il s'est avéré que c'était vrai, parce que je suis atteint, effectivement, d'une amnésie identitaire. Donc ça, il l'a remarqué très rapidement, et il me dit, ça doit revenir. C'est pour ça qu'on te fait jouer aux échecs, qu'on te provoquer des livres. Un déclic, une Madeleine de Proust. Une petite Madeleine de Proust, oui, bien sûr. Mais ça s'est jamais produit, ça. Et ça ne s'est jamais produit. Et même encore aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, jamais. J'ai mangé beaucoup de Madeleine, j'ai grossi, mais je me suis Vous avez de peur rien, parfois que ça se produise, ce déclic? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes reconstruit. Oui, c'est sûr que... on va en parler après, mais... On va peut-être en parler après. Donc les séances de narcose ont commencé, donc avec un sérum de vérité qu'on appelle le pain total, qui est très dur à supporter. Il a demandé que je le suive, que je lui fasse confiance, et j'ai signé mon accord en tant que Monsieur X, puisque j'avais une croix qui était marquée sur mon pot de médicament. Je m'appelais Monsieur X. Monsieur X a donné son accord, on a fait une première séance, une deuxième. Ça s'est pas bien passé, puisqu'il n'avait pas eu d'indice. J'en ai redemandé une troisième. Il m'a dit, écoute, on va le tenter, mais c'est la dernière. Et à la troisième est sorti effectivement des indices de l'Est de la France, et sur le mot amitié, un prénom qui pouvait faire penser à Charlie quelque chose. Et il dit, peinture, accent de l'Est, Charlie, ça se trouve Charlie Couture, pourquoi pas? Et il lui a téléphoné, la chance était avec moi, puisque Charlie était en France et sur Nancy au moment-là, et non pas à New York comme il y était théoriquement. Et en cet appel téléphonique, Charlie donc aurait dit au prof, attends, t'es en train de me dire qu'un mec complètement zoné, qui n'a aucune mémoire, le seul truc qui se souvient, c'est de mon prénom. Ouais. Il dit, moi qui ne me suis jamais trouvé dans ma tête, c'est un truc de fou. Prof, j'arrive, je prends le train. Il est venu, et on m'a appelé. Sympa, hein, sympa le mec, quand même. Et quand on m'a appelé dans le petit bureau en disant que quelqu'un m'attendait, j'ai vu une personne de dos qui s'est retournée vers moi, et en me voyant, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, vieux con? Et il m'a pris dans ses bras, et moi, c'était un bel inconnu qui me prenait dans ses bras, quoi. Moi, je ne savais pas qui c'était. On m'a expliqué qui il était, et il m'a dit, t'inquiète pas, t'es retrouvé, je ne sais plus comment tu t'appelles, je connais plus ton nom, je connais plus ton prénom, mais on a fait l'école des Beaux-Arts ensemble, t'étais là quand on a fait la danse. Et de là, ça s'est enchaîné. 3 mois après votre disparition, la police, toujours elle, frappe à la porte de votre femme, et dit, ça y est, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Et donc vous, 122 jours après votre disparition, c'est la rencontre avec ceux qu'on vous présente comme votre femme, vos parents. C'est ça. Donc là, vous, vous les connaissez pas. Moi, je les connaissais pas. On m'a appelé en art-thérapie. J'étais en train de dessiner quand on m'a appelé Jacques Michel au lieu de Monsieur X en disant c'est ton nom, suis-moi. Il y a tes parents et ta femme qui t'attendent dans le petit salon avec le prof. Ton pote Charlie a bien bossé. On t'a retrouvé. Et là, je me suis retrouvé devant 2 personnes que je considérais âgées. Donc j'exagère un petit peu parce qu'ils avaient à l'époque le même âge que j'ai maintenant, donc encore très jeunes, quoi, tout compte fait peut-être. Mais dans les yeux de qui je pouvais voir de la peine, il pleurait. Et une petite femme qui était à côté, dans les yeux de qui je voyais de la joie. Mais ils avaient été briefés pour pas venir vers moi. Et quand on me présente, ça, ce sont tes parents, ta maman, ton papa, et ça, c'est ta femme, les 2 petits vieux, j'en avais en réalité rien à faire. Mais quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, ouais, si c'est ma femme, elle est bonne, j'ai bon goût. Alors, je dis volontairement, c'est presque vulgaire, le fait de dire bonne, mais je le dis volontairement par le fait que c'est le seul sentiment que j'avais. Je n'avais pas d'amour, ni pour mes parents, ni pour ma femme. J'avais simplement une attirance qui était là, envers la petite, mais pas envers les 2 vieux. Et ça, c'est dramatique, parce que dans mon cœur et dans mon corps, autant ils avaient des choses dans leur cœur et dans leur corps, et dans les yeux, moi, j'avais rien, j'avais qu'un vide qui m'a angoissé. J'ai fini par une crise d'angoisse, on m'a cachetonné, la séance s'est arrêtée, et on est venu me rechercher après moult préparations, parce qu'on m'a montré des photos de moi, petit, moins petit, au mariage. Et donc, en fait, vous avez appris à rentrer dans la peau de Jacques Michel, à travers ce que vous ont dit vos parents, à travers ce que vous a dit votre femme, et c'est les autres qui vous ont reconstruit. C'est ça. Quand on est venu me rechercher, le médecin était persuadé que j'aurais l'effet des petites madeleines de Proust avec eux. C'est avec eux que je devais me retrouver. Et donc je suis parti avec ces étrangers, et c'est là que j'ai appris que j'avais en même temps 2 enfants.
que j'ai retrouvés comme étant des gosses, quoi. Ils étaient mignons, ils étaient là, ils étaient sympas, mais j'étais pas leur père. J'étais pas leur mari, j'étais pas son mari, j'étais pas l'enfant de mes parents, j'étais personne. J'étais que moi à la recherche de moi. Donc lâchez-moi, bel étranger, mais laissez-moi me rechercher. Et ouais, ils m'ont laissé me rechercher, ouais. Jusqu'à me dire, allez, arrête, oublie que t'as oublié. C'était une catastrophe, mais on me demandait d'oublier, d'avoir oublié. En me disant, ça reviendra. Et je me suis battu pendant 3 longues années où j'ai complètement fait abstraction de l'amour qu'on voulait me donner. Et je ne donnais pas d'amour non plus. Et c'est ma femme qui, au bout de 3 ans, m'a dit, écoute, chérie, arrête de regarder derrière toi, tu vas t'écraser le nez contre le premier mur devant toi. Essayons d'aller ensemble de l'avant. Tu as quand même compris, chérie, que je t'aime. Et dans tes yeux, je vois aussi que tu m'aimes. Ben oui, je t'aime. Ouais. et donc, je te propose une chose, et elle nous a proposé de refaire un 3e enfant. Et on a donc refait un 3e enfant. Son ventre a grossi. Elle m'a invité à toucher son ventre et à vivre sa maternité. Elle a invité les 2 autres enfants qui étaient là à le faire avec moi, avec nous. Et là, j'ai eu un déclic. Alors, des petites Madeleines ou de la petite Martine, je ne sais pas, parce que ma femme s'appelle Martine, mais dans tous les cas, j'ai retrouvé un sentiment paternel. Cet enfant qui allait venir au monde et qui est venu au monde était vraiment mon enfant. J'ai reconnu mes 2 autres enfants comme les miens, comme étant les miens, comme on pourrait dire presque des enfants adoptés. J'ai accepté l'amour de ma femme, j'ai accepté l'amour de mes parents, et on est reparti sur une reconstruction qu'on a réussi à faire depuis. Et aujourd'hui, eh ben, on en a fait notre force. Oui, alors c'est extraordinaire, c'est une histoire qui se termine bien. Finalement, vous êtes toujours avec votre femme aujourd'hui, donc c'est une belle histoire d'amour. Finalement, vous avez de la chance, vous avez vécu 2 vies, hein, avant après. Et comme on arrive bientôt au terme de l'émission, ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez beaucoup d'humour, hein, sur vous-même, beaucoup de distance par rapport à tout ça. Et ça vous amène à amener votre message au-delà de votre cas personnel et de parler à tous les gens qui ont subi des épreuves importantes et de parler, alors en 1 minute, on arrive à la fin de l'émission, de la reconstruction. Voilà. Ce qui est dramatique pour beaucoup de personnes comme moi, c'est qu'on a tendance à rester enfoncé, on reste handicapé, on ne peut plus rien dire, on vit avec ça, on est malheureux. Alors que poussé par l'amour des miens, et poussé peut-être par ma force également de vouloir, j'ai dit non, je vais mettre à profit cette expérience malheureuse pour montrer aux gens qu'il faut se reconstruire plus rapidement. Vivez avec ce que vous êtes beau comme vous êtes. Vous aussi, Jean-Claude. Merci, c'est gentil. Voilà, une expérience vraiment hors norme. Lisez le bouquin, on est impatient qu'il ressorte en livre de poche. On est impatient de voir le film. Un très beau message aussi pour tous ceux qui sont en quête de reconstruction. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous et tous d'avoir partagé votre expérience. Merci. Merci à vous.